Alors bonjour tout le monde, jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé du divergent et notamment j'ai insisté sur les notions physiques qui peuvent être raccrochées à cet opérateur de l'espace, voilà, qui transforme donc un champ de vecteur en un champ de scalaire. Et j'aimerais maintenant vous expliquer concrètement comment on calcule un divergent. Et pour faire ceci, je vais avoir besoin d'un petit prérequis sur ce qu'on va appeler la différentielle des fonctions à plusieurs variables. Donc on va commencer par ce petit prérequis et ensuite je vous explique comment on calcule un divergent dans un système de coordonnées particulier qu'on va appeler les coordonnées cartésiennes. Alors premièrement, on va commencer par ce que c'est que la différentielle d'une fonction. Donc par exemple, vous avez une fonction d'une variable, donc f de x, voilà, mathématique. Donc à chaque valeur de x, on peut calculer une valeur y qui est égale à f de x. Alors la différentielle de cette fonction, c'est la variation de cette fonction quand x évolue un petit peu, c'est-à-dire on notera ça df, et en fait c'est égal à f de x plus dx moins f de x. Et donc cette chose-là, mathématiquement, ça se calcule en faisant dans la pente de la courbe, qu'on note la dérivée aussi, f' de x fois dx, et c'est ce qui définit la dérivée, en fait, cette chose-là. Donc quand on... voilà, je fais un petit graphe rapidement, pour que tout le monde voit bien. Là j'ai x, là j'ai f de x, et on va mettre un peu de couleur. Donc j'ai une courbe en noir, comme ça, qui est comme ça, hop. Voilà. Ici j'ai x, ici j'ai x plus dx, ici j'ai le f de x, ici j'ai le f de x plus dx. Voilà, donc le dx c'est cette longueur-là, et le df c'est cette longueur-là. Et pour passer de cette longueur-là à cette longueur-là, eh bien, on multiplie cette longueur-là par un coefficient qui correspond à la pente de la courbe ici. Et la pente de la courbe ici, c'est ce qu'on appelle sa dérivée, f'. Voilà ce que résume cette courbe-là. Et puis à tel point même que f' de x, les physiciens, ils ne vont pas le noter f', ils vont l'appeler carrément le rapport df sur dx. Voilà, donc voilà, si je pars de cette équation, j'isole le f', eh bien on peut écrire que f' c'est df sur dx. Alors, voilà, sous-entendu, quand dx devient très très petit, et ça, voilà, ça, quand on fait la limite quand dx tend vers 0, eh bien on obtient la définition mathématique de la dérivée de f. Voilà. Donc autrement dit, tout ça, ça peut s'écrire df égale df sur dx fois dx. Voilà, on a l'impression d'avoir écrit une la palissade quand on écrit ça, sauf que ça désigne la dérivée de f par rapport à x. Okay. Alors nous, dans ce qu'on va avoir à traiter, c'est un petit peu plus compliqué. C'est que cette fois, on va avoir des grandeurs qui sont fonction non pas d'une seule variable x, mais de plusieurs variables. Donc par exemple, je prends l'exemple de la température. Allez, la température. Eh bien, ça dépend de trois coordonnées d'espace, par exemple, que j'appelle x, y, z, t, et x, y, z et du temps. Et donc, bien si jamais je me déplace un petit peu dans l'espace ou un petit peu dans le temps, eh bien, je vais avoir à calculer la variation de la température. Voilà. Donc, si je vais un petit peu plus loin dans l'espace, par exemple, eh bien, je vais écrire la même formule, mais je vais dire qu'il va y avoir une variation de t qui est due à la variation de x, plus une variation de t qui est due à la variation de y, plus une variation de t qui est due à la variation de z. Et ça va prendre cette allure en écriture. Donc, on va écrire la variation par rapport à x. C'est la dérivée de la température par rapport à la variable x, en considérant les autres variables comme étant des constantes. Donc ça s'appelle une dérivée partielle fois la variation de x, plus la dérivée de la température par rapport à y fois la variation de y, plus d rond t sur dz fois dz. Alors je fais les d sont des d arrondis. Ça c'est pour désigner des dérivées partielles, c'est-à-dire qu'en fait on dérive la température par rapport à x, toutes les autres variables étant constantes. Voilà. On prend ici, on fait varier un petit peu x, il y a un changement de température quand on se déplace sur les x, mais on reste sur les mêmes coordonnées y, z et t. Voilà.
Et donc si la température dépend du temps, on peut même obtenir donc sa relation par rapport au temps. Voilà, ben ça on en a besoin, donc ça paraît tout bête, hein, mais c'est assez important pour pouvoir calculer, obtenir la formule qui permettra de calculer un divergent. Voilà, donc ça c'est notre petit prérequis. Et ensuite on va faire le calcul du divergent en coordonnées cartésiennes. Alors, le divergent, ça se calcule non pas sur un champ scalaire, qui était le cas de la température ici, mais sur un champ vecteur. Donc on va déjà partir d'un champ vecteur. Bon, la formule, je l'effacerai, celle-ci, je saurais vous la rappeler quand on en aurait besoin. Mais bon, tant que je peux la laisser, je la laisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer le divergent d'un champ de vecteur, voilà. Div de V. Donc on l'appelle V, le champ de vecteur, on va dire que c'est comme la vitesse d'un écoulement, mais bon, ça pourrait être autre chose en fait. On est sur des aspects plutôt mathématiques là. Et déjà, il va falloir définir ce que c'est que les coordonnées cartésiennes d'un vecteur de vitesse. Donc avec V qui dépend de X, Y, Z. Je pourrais mettre le temps, mais dans le calcul du divergent, ça n'a pas d'importance. Donc on tient compte que de ces trois. Puisqu'un divergent, ça se calcule à un instant donné. Il peut évoluer au cours du temps, mais à un instant donné, on le calcule et ça dépend que des coordonnées, de la manière dont évolue le vecteur vitesse quand on se déplace dans l'espace. Alors, quand on veut exprimer un vecteur en coordonnées cartésiennes, donc en fait, on va se munir d'un repère cartésien comme ça, défini par trois axes, donc ils sont tous perpendiculaires entre eux. Mettons, ça c'est l'axe OX, avec son vecteur unitaire ici qu'on va appeler petit i. Ça c'est l'axe OY avec son vecteur unitaire qu'on appelle traditionnellement J. Et ici, un vecteur vitesse qu'on appelle K. Un vecteur unitaire, pardon. Et qu'est-ce que ça veut... Donc en général, ce vecteur vitesse en chaque point de l'espace, donc je prends un point de l'espace ici, par exemple là, et là, ici, hop, j'ai un vecteur vitesse. Donc je sais pas, je le dessine dans une direction quelconque, il est comme ça. Peu importe, voilà. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il vient vers nous, enfin, peu importe. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce vecteur de l'espace, je vais peut-être le dessiner. Bon, on va le dessiner, on va prendre quelque chose d'un peu plus simple. On va se prendre un point de départ, là, ici, là, dans le plan ici, Y, comme ça, ça va aider à mieux fixer les idées. On va aller comme ça. Ok. Et bien en fait, la première des choses qu'on fait, c'est que ce vecteur V, on va le décomposer en trois vecteurs. Un vecteur, donc c'est une décomposition unique, hein, nous donne la théorie des espaces vectoriels. Et déjà, il y a la partie montante, donc la partie montante de ce vecteur V, voilà, ici, qu'on va... Voilà. On va pas faire si long. Voilà. Donc ça, on va appeler ça VZ, parce que c'est la composante de V qui est orientée selon l'axe OZ, que j'ai oublié de marquer ici. Voilà. Et puis ensuite, donc ça c'est la composante du vecteur V qui est dans le plan XY, enfin OX ou Y. Et ensuite, cette composante-là, eh bien, je vais la décomposer en deux. Donc une composante qui est selon l'axe OY et une autre qui est selon l'axe OX. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mon schéma c'est une vue en 3D. Hein. Voilà, ces deux choses-là sont perpendiculaires. Voilà, et puis ça et ça, c'est perpendiculaire, ça. Enfin, une perpendiculaire comme ça. Voilà, puis j'ai cet axe-là qui est perpendiculaire à celui-là. Alors ça, on va l'appeler la composante de V selon l'axe X, et la composante de V ici selon l'axe Y. Et donc, d'une manière générale, quand on décompose le vecteur V, on pourra écrire qu'il est égal à Vx plus, alors, Vy, mais je vais mettre un peu de la place, Vx plus Vy plus Vz. Voilà. Et ça, c'est vrai en chaque point de l'espace. C'est-à-dire que ici, j'avais un point M, et j'ai un certain vecteur vitesse. Bon, si je prends un autre point M, je vais avoir un autre vecteur vitesse. En fait, des vecteurs vitesse, j'en ai une infinité, j'en ai autant qu'il y a de points dans l'espace. Donc ça veut dire qu'en fait,
cette décomposition, je vais pouvoir la faire pour tous les vecteurs V de chaque point de l'espace. Voilà, chaque point de l'espace, comme j'ai un vecteur V différent, ben, j'obtiendrai une décomposition différente. Voilà, je vais effacer ça parce que cette fois, j'ai besoin de place. Et alors, une autre façon de l'écrire, ça ensuite, eh bien, comme Vx est dans le sens du vecteur I unitaire, eh bien, on va pouvoir écrire que c'est Vx de x, y, z, qui est la norme de ce vecteur, multiplié par I, plus Vy, qui est la norme de ce vecteur, donc Vy sans flèche, pardon, de x, y, z, que multiplie J, puisque Vy est dans le sens de J, et Vz, lui, dans le sens de K. Donc, plus Vz, x, y, z, fois K. Voilà. Et en fait, ces trois grandeurs, Vx, Vy, Vz, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur V, coordonnées cartésiennes. Et comme souvent on n'aime pas faire toute cette écriture-là, souvent on écrit simplement que le vecteur V, eh bien, il a pour coordonnées, donc je répète, hein, il dépend de x, y, z, et il a pour coordonnées, souvent on les met en colonne comme ça, Vx, Vy et Vz. Et comme c'est un champ de vecteurs, bah, chacune de ces coordonnées dépend de là où on se trouve, c'est-à-dire des coordonnées x, y, z. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête pour comprendre bien ce que sont les coordonnées cartésiennes. Et une fois qu'on est là, eh bien, on va pouvoir s'attaquer au calcul du divergent. Et pour faire le calcul du divergent, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer ça. On va dire que vous l'avez à l'esprit maintenant. C'était juste pour vous le remémorer. Et puis je vais même effacer ça. Alors, pour le calcul du divergent, ben, on va prendre un point M dans notre espace, là. Donc, mettons que M il soit ici. Voilà, et si on va appliquer la formule qui est là, eh bien, il va falloir calculer le flux du vecteur vitesse, voilà, sur un petit volume qui contient le point M. Voilà. Et donc, il est délimité par une surface qui va entourer ce point M. Alors, et ensuite, un petit volume élémentaire qui contient le point M, donc il va être de la forme d'un pavé. Donc le pavé, en perspective, ça va ressembler à ça. Donc, normalement, il est infiniment petit, mais là, je grossis les traits exprès. Voilà, pour que j'ai de la place sur ma figure. Donc le point M, je vais en faire, il est à peu près au milieu du pavé. Voilà. Il est en plein milieu. Voilà. Et pourquoi j'ai pris ce pavé-là? Eh bien, parce que je tiens compte du système de coordonnées. En fait, il y a une arête ici qui est obtenue en faisant varier y d'une grandeur que je vais appeler dy. L'autre arête ici qui est obtenue en faisant varier cette fois la variable z d'une grandeur dz. Et enfin, l'autre arête, celle-ci ou celle-là, qui est obtenue en faisant varier cette fois la valeur de x d'une grandeur notée dx. Voilà. Donc, les côtés de mon pavé ont pour longueur dx, dy ou dz. Voilà. Et puis donc, pour appliquer cette définition, eh bien, on va se lancer dans le calcul du flux. Le flux du vecteur V à travers les 6 faces de ce pavé. Allez, donc c'est parti, je vais l'écrire ici. On va écrire déφi V égale. Voilà, égal ou sensiblement égal, on va faire un truc qui est approximatif, mais qui deviendra parfaitement égal quand le pavé aura une taille infinitésimale. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par calculer par exemple le flux du vecteur V à travers une des 6 faces. Donc par exemple, je vais choisir la première face, c'est celle qui est à droite. Voilà, typiquement. Alors quand j'ai une face comme ça, que je veux calculer un flux à travers cette surface, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je représente la surface par un vecteur qui lui est perpendiculaire, comme on a appris à le faire. Le vecteur perpendiculaire à cette face, et sortant du
de la surface fermée ou sortant du volume délimité par la surface fermée. Voilà. Donc ça, ce vecteur, je vais l'appeler DSY. Voilà, il faut lui donner un nom. Et je l'appelle DSY parce que c'est celui que j'obtiens en faisant varier Y et dans le sens des Y croissants. Et donc, si je veux calculer le flux du vecteur V à travers cette surface, je vais dessiner mon vecteur V. Alors, le vecteur V, je vais le mettre en rouge. Voilà. Mettons qu'il soit là, sur cette surface. Alors, il n'est pas forcément collinéaire. Bon, je le dessine. Allez, on va mettre comme ça. Voilà. Mettons qu'il aille dans cette direction, peu importe. Ce qui est surtout important, c'est que le V dont je parle ici, c'est le vecteur, la valeur du champ de vecteur vitesse, mais non pas au point M, qui lui a pour coordonnées les coordonnées du point M, que je vais noter ici, X, Y, Z. Voilà. Mais en fait, moi, ce que je vais prendre, c'est la valeur du champ des vitesses, ici, au milieu de cette face. Et cette face-là, je l'obtiens en me déplaçant à partir du point M d'une longueur qui vaut la moitié de dy, c'est-à-dire dy sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, le vecteur vitesse ici, il est pris non pas au point M, mais en x, en y plus dy sur 2. Donc là, c'est le déplacement de dy sur 2. Voilà, et en z. Et donc ensuite, si je veux faire le flux de V à travers dsy, eh bien, je vais écrire le produit scalaire des deux vecteurs, c'est-à-dire V de x, y plus dy sur 2 z, en x, y plus y sur 2 z, scalaire ds, y. Voilà. Je fais ce produit scalaire. Alors ça, c'est bon pour cette face-là. Maintenant, je vais faire la face qui est à gauche, là. La face qui est à gauche, on ne la voit pas. Si je veux la voir mieux, je vais faire une petite vue en transparence. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, comme ça on voit un peu toutes les arêtes du cube. Voilà, et donc maintenant je veux le flux à travers cette face-là. Donc il va falloir que je représente cette face-là, cet élément de surface par un vecteur, donc qui prend appui au milieu là, qui lui est perpendiculaire. Voilà. Et donc perpendiculaire, ça va être dans le sens inverse de dsy, donc ça va être comme ça. Alors ce vecteur, je pourrais l'appeler, je ne sais pas, dsy', mais c'est même pas la peine, puisqu'en fait c'est le vecteur opposé à celui-là. Donc je vais tout de suite l'appeler moins dsy. Et je vais faire le produit scalaire du vecteur vitesse en ce point-là, d'accord, avec ce vecteur moins dsy. Alors dans ce point-là, par rapport au point M, il ne faut pas avancer de dy sur 2, mais il faut reculer de dy sur 2, enfin retrancher dy sur 2 à la valeur de y ici. Donc si j'écris tout ça, ça va donner, bien ça va donner plus v de x, ensuite en y moins y sur 2, moins dy sur 2, excusez-moi, z, scalaire, et le vecteur, ici, il vaut moins dsy. Voilà. Alors ce qu'on va faire tout de suite pour gagner une petite ligne de calcul, comme on fait moins dsy ici, bien ce que je vais faire, je vais enlever le moins qui est là, et donc la parenthèse, et je vais mettre le moins ici, voilà, ce qui revient exactement au même. Voilà. Donc ça c'est pour les deux faces, de droite et de gauche. Allez, maintenant on va faire par exemple, je sais pas moi, la face du dessus. Alors la face du dessus, je vais la représenter par un vecteur dirigé vers le haut, comme ça. Celui-là on va l'appeler dsz. Et ensuite je vais faire le produit scalaire du vecteur vitesse plus le vecteur vitesse, non pas au point x, y, z, mais au point x, y, z plus dz sur 2. Puisque quand je vais du point M au point qui est sur la face d'en haut, je me déplace de la quantité dz divisée par 2. Et je fais le produit scalaire avec le ds, z. Maintenant, si je veux faire la face du bas, donc la face du bas, je vais dessiner un vecteur d moins dz, c'est-à-dire qui part de là au milieu, là. Allez, je le dessine. Il part du milieu de cette face. Voilà, et descend vers le bas, comme ça. Et lui, c'est moins dsz.
Voilà. Et quand on écrit le produit scalaire, eh bien le moins qui est dans le DSZ, je le mets devant, comme ici. Je le mets le DSZ au bout. Et je mets V en X, Y, et non pas en Z, mais Z moins dz sur 2, puisque sur la face du bas, je suis à l'altitude Z moins dz sur 2. Voilà, donc là j'ai fait 4 faces des 6 faces. Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme face? Eh bien la face de devant et la face de derrière. Alors la face de devant, je vais pouvoir encore dessiner à peu près le vecteur qui lui est perpendiculaire, donc je me mets au milieu de la face ici. À peu près là. Et là je fais un vecteur qui vient vers nous, donc en perspective, ça va donner à peu près ça. Voilà, ce vecteur on va l'appeler DSX. Ok. Donc perpendiculaire à la face avant du pavé là. Et je vais écrire plus. Donc là je vais multiplier par DSX. Et là je vais mettre le vecteur vitesse vers au milieu de cette face, c'est-à-dire en X plus dx sur 2. Voilà, Y et Z. Donc ça c'est pour la face avant, et pour la face arrière, eh bien je vais prendre la vitesse au milieu de la face arrière, donc là ça sera x moins dx sur 2, y, z, voilà, et que multiplie le dz mais dans l'autre sens, donc le moins je le mets là, et ici je multiplie, enfin produit scalaire, avec le dsx, qui est dans l'autre sens. Voilà. Alors pour calculer tout ça, eh bien donc il va falloir calculer ces trois lignes. Comme ça va faire des calculs un peu, ça risque de faire des calculs un peu trop compliqués, enfin qui va occuper trop de place sur le tableau. Ce que je vous propose, c'est de bien détailler par exemple le calcul de la dernière ligne, et puis ensuite on extrapolera pour le calcul des deux premières. Donc on va juste regarder ce que donne le calcul de cette dernière ligne. Voilà, et donc on va faire les produits scalaires. Alors on va faire les produits scalaires en utilisant les coordonnées des vecteurs, ça va être le plus simple, comme ça on ne se cassera pas trop la tête. Donc ce vecteur là, qui est le vecteur V sur la face avant ici, eh bien je peux le décomposer en 3 coordonnées, comme on a vu en remarque préliminaire. Je vais le mettre ici, donc juste cette ligne-là. Hein. Ça nous fait la coordonnée Vx, Vy et Vz. Voilà. Les 3 coordonnées de ce vecteur, mais attention, il faut bien prendre ces 3 coordonnées avec leur valeur qu'elles ont, non pas en x, y, z, mais en x plus dx sur 2 ici. Hein. Voilà, y, z. Et puis là, on met la même chose. Voilà. Allez, j'écris tout, comme ça. Pas d'ambiguïté. Et x plus dx sur 2. Ok. Voilà. Tout ça avec le produit scalaire du vecteur dsx. Donc le vecteur dsx, c'est un vecteur qui vient vers nous comme ça. En fait, il est dirigé selon l'axe OX. Donc quand on parcourt cette flèche-là, hein, qu'on va du point de départ au point d'arrivée, seule la coordonnée en x du point qui se déplace là, change. Ça veut dire qu'en fait, ce vecteur a des coordonnées sur l'axe y et sur l'axe z, enfin des coordonnées qui sont nulles. Donc en fait, c'est le vecteur des Sx, il a pour coordonnées 0, pas en x, pardon, mais en y et en z. Voilà. Et donc, sa coordonnée en x, eh bien, c'est égal à son module, c'est-à-dire que je peux noter dsx sans flèche, comme ça. Et on va tout de suite élucider la valeur de dsx, c'est le module de ce vecteur qui représente cette face du pavé. Et pour avoir la valeur du module, il suffit de mettre l'aire de cette face. Et l'aire de cette face, c'est le produit de dy par dz. L'aire d'un rectangle en fait. Donc ça, je peux l'emplacer direct par dy dz. Voilà, donc ça c'est mon premier terme, c'est l'équivalent celui-là. Pour le deuxième terme, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais remplacer mon vecteur v par ces 3 coordonnées, vx, vy et vz. Mais attention, cette fois c'est tout en x moins dx sur 2, y, z. Voilà, ici, allez, je gagne du temps, c'est la même chose qu'au-dessus. Même positionnement, et que multiplie le dsx. Le dsx, c'est le même que celui qu'on a vu avant, il n'y a pas trop besoin de réexpliquer. Voilà. Et donc il faut calculer donc, ces deux produits scalaires, et quand on est en coordonnées cartésiennes, voilà, eh bien le produit scalaire, je ne vais pas le redémontrer, mais en fait il suffit de faire le produit des coordonnées en x, plus le produit des coordonnées en y, les deux vecteurs, plus le produit des coordonnées en z, et ça va donner quelque chose de tout simple.
puisque en fait, pour ces deux produits-là, ça va donner 0. On multiplie ça par 0, ça par 0. Donc il n'y a que la ligne du haut qui donne quelque chose de non nul. Et ça va nous donner donc Vx de x plus dx sur 2, y, z, que multiplie dy, dz, moins, et là je fais pareil, donc le produit de ces deux coordonnées sera non nul, donc ça me donne Vx de x moins dx sur 2, facteur de y, z, fois dy, dz. Donc le dy, dz est dans les deux termes de cette somme, donc le mieux c'est de tout mettre en facteur. Donc ça va nous faire, on va ouvrir une parenthèse, ici ça nous fait Vx de x plus dx sur 2, y, z, moins le Vx, donc ça c'est Vx sur la face avant, là c'est Vx sur la face arrière. Voilà, et je ferme la parenthèse, et je multiplie le tout par dy, dz. Voilà. Alors comment on va calculer cette différence-là? Eh bien, on va utiliser la différentielle de Vx, c'est-à-dire la variation qu'il y a de ce Vx par rapport au Vx qu'on a au point M, c'est-à-dire en mettant les coordonnées x, y, z. Voilà. Et ça, on va le calculer. Alors je vais, puisque j'efface ma figure, j'ai envie de la garder quand même, et je vais gagner un peu de place au tableau comme ça, donc j'efface mon calcul intermédiaire, hein. Puis on va remonter. Voilà, je fais une petite séparation là pour dire que je m'exploite du tableau. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais écrire OR. Et si je fais une différentielle de ça, hein, eh bien je vais écrire que le Vx en x plus dx sur 2, d'accord, y et z, eh bien c'est la valeur de Vx que j'avais au point M, c'est-à-dire en x, y, z. Donc ça c'est la valeur de Vx sur la face avant, là c'est Vx au point M. Et pour faire ça, c'est la variation de Vx hein, quand on se déplace de Vx sur 2. Donc en utilisant les différentiels de fonctions à plusieurs variables, on sait que ça c'est égal à la dérivée partielle de Vx par rapport à x que multiplie dx sur 2. Donc ça c'est ce que je vous expliquais en calcul préliminaire de cette démonstration. Pareil pour le v de x sur la face arrière. Donc on va l'écrire juste en dessous, le v de x sur la face arrière. Donc en x moins dx sur 2. Eh bien c'est le v de x au point M, donc en x, y, z. Et cette fois, on recule de dx sur 2, donc on va faire dvx sur dx, on va mettre un plus, et que multiplie moins dx sur 2. Alors en général, pareil, on n'aime pas trop garder les parenthèses, donc le moins je vais le mettre là. Et puis je mets le multiplier ici. Et moi, il ne faut pas perdre de vue ce que je veux faire, c'est faire ça moins ça. Alors si je veux mettre moins ça, je vais mettre un moins ici, pour simplifier, donc ça fait un moins ici, et un plus ici. Et ensuite, il suffit d'ajouter les deux lignes. Et quand j'ajoute les deux lignes, eh bien, je vais avoir ces deux v de x au point M qui s'annulent. Voilà. Et en fait, je vais avoir ce terme-là qui va apparaître deux fois, qui va être doublé. Et ça, c'était la variation de Vx quand on se déplaçait de dx sur 2. Ça va faire la variation de Vx quand on se déplace, non plus de dx sur 2, mais d'un dx entier. Voilà. Donc, à la fin, j'obtiens quoi? J'obtiens que cette dernière coordonnée, là, eh bien, ça va être égal. Alors, je l'écris, donc je fais ma somme, hein, ça correspond à cette somme-là. Voilà. Et ça remplace tout ça. Donc ça va me faire, j'ai dit dvx sur dx, que multiplie dx, donc ça c'est ce que j'avais dans la parenthèse, là en bas, que multiplie dy dz. Voilà. Et je vais faire sauter mes petits calculs qui me gênent encore, donc là ça été vu, j'efface. Et là ça devient très compact comme écriture, puisqu'à la fin,
je peux écrire donc que c'est égal à dvx sur dx que multiplie dx, dy, dz. Donc ça, je vous rappelle, hein, c'est que le terme qui est en bas ici quand on fait le flux de la face avant moins le flux de la face arrière, en gros. On peut voir comme ça. Très bien. Et donc, à travers la face arrière. Et donc, ce que j'ai fait pour tous pour cette ligne-là, ben, j'aurais pu faire pareil pour cette ligne et pour cette ligne. Et puis, ben, on va voir les résultats que ça donne. Hein. C'est-à-dire que maintenant, j'efface le calcul intermédiaire. Voilà. Je garde juste l'expression en bas du dernier terme, la dernière ligne. Et j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens que dφv, c'est égal. Alors, le dernier terme, je le mets tout de suite, c'est celui-là. C'est dvx sur dx qu'on a calculé, que multiplie dx, dy, dz. Ensuite, le terme, on va mettre celui-là. Le terme, quand on fait varier y, c'est-à-dire entre la différence de flux entre la face de droite et la face de gauche. Voilà. Et bien ça, si on fait le même calcul, on va s'apercevoir qu'on va avoir la variation de... enfin, on fait à peu près tous les mêmes calculs. Les dsy, ils ont des coordonnées que sur y. Et ensuite, les variations, c'est quand on se déplace sur y. Donc ça va faire intervenir seulement la dérivée partielle de la deuxième coordonnée, vy du vecteur v, et dy sur dy. Et puis ensuite, on va trouver la même chose ici, fois dx, dy et dz. Et enfin, cette ligne intermédiaire, ceci, eh bien, on multiplie par dsz, qui est une coordonnée seulement selon l'axe OZ. Et donc, ça va concerner que la coordonnée vz. Voilà. Et comme on fait la variation quand on se déplace de ce vz de z moins dz sur 2 à z plus dz sur 2, eh bien la variation, ça sera dvz sur dz que multiplie alors un dz entier et que multiplie le reste, les deux, la surface des faces, donc ça fait dx, dy, dz. Voilà ce qu'on obtient. Alors elle est quasiment finie cette formule. Hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour la ranger un petit peu encore quand même? Eh bien, le dx, dy, dz qui est présent dans les trois termes, on le met en facteur. C'est-à-dire qu'en fait, on obtient finalement dvx sur dx plus dvy sur dy dvz sur dz que multiplie dx, dy, dz. On a presque fini, puisque maintenant, on va pouvoir calculer l'expression du divergent. Alors, je vais effacer juste ce que j'ai fait en haut, là. Puisque ça, regarde, j'en ai plus besoin. On efface tout ça. Et ça me permet de prolonger ma formule que j'avais tout au départ. Donc il faut que je calcule dφv sur voilà, dv. Bien, c'est parti. Et je vais mettre la limite, on va la garder, hein, lorsque le volume tend vers 0. Voilà. Que multiplie eh bien, dφv, on a vu que c'était tout ça. Alors c'est dvx sur dx plus dvy sur dy plus dvz sur dz. Voilà. Que multiplie, alors dx, dy à dz, bah, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, en fait, c'est le volume du pavé. Hein. On fait la largeur fois la profondeur fois la hauteur. Donc ça, on peut l'appeler dv, en fait. C'est le volume contenu dans mon pavé. Donc en fait, je multiplie par dv ici, et je divise par dv. Voilà. Donc dv, bah, il est en haut et en bas, donc en fait, ça simplifie dans les calculs. Et donc, eh bien, le terme qui est dans ma limite ici ne dépend plus de dv. Donc on peut faire tendre dv vers 0, ça ne change rien au résultat. Et donc le résultat, c'est qu'on obtient donc que le divergent de V, eh bien, c'est la somme des dérivées partielles de Vx par rapport à x plus dvy par rapport à y plus dvz sur dz
Alors bien sûr, hein, ce qui n'est pas dit dans cette formule-là, c'est que les dérivées partielles ici, on calcule leur valeur au point M, hein, c'est-à-dire en x, y, z. J'aurais pu écrire dvx sur dx de x, y, z, dvx sur dy de x, y, z, parce qu'effectivement, la dérivée de ce champ de cette coordonnée qui est un champ scalaire, en fait, bah, c'est aussi un champ scalaire. Alors ça, eh bien, ça c'est la formule qui permet de calculer un divergent quand on est en coordonnées cartésiennes. Formule consacrée. Très compacte. Voilà comment se calcule concrètement un divergent en coordonnées cartésiennes. Voilà. Alors si on voulait bien faire et être complet, généralement il y a deux systèmes de coordonnées qui sont très utilisés pour autre que celui-là. Donc si on a un problème à symétrie cylindrique, on utilise les coordonnées cylindriques, que je ne vais pas détailler ici. Et puis si on a un problème à symétrie sphérique, voilà, et bien on utilise les coordonnées sphériques qui sont en gros l'équivalent de la longitude, la latitude, donc deux angles, et puis la distance au centre de la sphère. Donc un calcul intéressant peut être de trouver à partir de cette définition du divergent l'expression du divergent du vecteur vitesse dans les deux autres systèmes de coordonnées là, qui sont très utilisés. Voilà, là je ne vais pas le faire parce que déjà la vidéo est un peu longue. Je le ferai peut-être dans une vidéo ultérieure si je trouve le temps de le faire. Voilà, s'il y a un peu de demande aussi sur le sujet, hein, sinon c'est peut-être pas trop la peine. Voilà, de toute façon c'est des formules ensuite qu'on peut trouver toutes faites facilement sur internet. Voilà, je pense que là tout ce que j'ai décrit sur le divergent vous donne une vue d'ensemble assez exhaustive, hein, notamment vous avez les exemples de la physique, le théorème de Green-Ostrogradski, et puis ces exemples de la physique vous permettent d'avoir une vision très intuitive de ce que c'est que ce divergent, notamment aussi avec la définition intrinsèque, et puis comment on calcule avec un système de coordonnées qui est en coordonnées cartésiennes. Voilà. Est-ce que donc là dans l'idéal, ça serait bien que je vous fasse le même genre d'explication, je dirais, sur le rotationnel et sur le gradient, qui sont les deux grands autres opérateurs de l'espace. Et voilà, je ferai peut-être ça dans des vidéos ultérieures. Voilà, déjà, dites-moi si cette vidéo, ça vous convient et que ça vous éclaire. Ça me motivera pour essayer de faire les autres. Voilà. Eh bien, merci de votre attention et puis à bientôt pour sans doute de prochaines vidéos sur ces sujets.